Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin pour ce nouveau carnet de projet. Pour rappel, les carnets de projet sont des moments privilégiés ouverts à tous les membres de notre communauté pour découvrir et décrypter les projets de l'axe 3 d'innovation du pacte régional d'investissement dans les compétences. Donc aujourd'hui avec nous, Charlotte Lecoq et Alison Foucault qui travaillent toutes les deux sur le projet Virtual Pro. Bonjour Alison, bonjour Charlotte, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, donc je suis Charlotte Lecoq, je suis la chef de projet Virtual Pro. Moi, je suis chargée d'ingénierie à l'IFRA, donc qui est un organisme de formation qui existe depuis 78. Et donc sur le projet, nous, on a en charge toute la partie ingénierie pédagogique. Et du coup, moi, je m'occupe aussi de faire toute la coordination du projet. Et bonjour tout le monde, moi c'est Alison Foucault, je suis la présidente et fondatrice d'Univers Studio. Donc chez Univers Studio, depuis 2014 maintenant, donc beaucoup moins de temps que l'IFRA certes, mais quelques années quand même, on met la réalité virtuelle au service des professionnels, notamment sur le secteur de la formation. Donc dans le cadre du projet Virtual Pro, je suis l'interlocutrice principale sur la thématique innovation réalité virtuelle. Et je suis en charge de coordonner les équipes et le projet et d'articuler tout ça avec l'IFRA. Donc Virtual Pro est lauréat de l'appel à projet Axe 3 du PIC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse du projet et sa promesse ? Tu pars sur la genèse ? Allez, je fais la genèse. C'est trop bien. Non, la genèse du projet, c'est en fait c'est un projet qui est né avant l'appel à projet. On a eu une belle rencontre en fait avec l'IFRA en 2019, où à l'époque nous on mettait beaucoup la réalité virtuelle au service des grands groupes qui avaient les moyens de se l'offrir, au service de la formation de leurs collaborateurs. Et on avait cette intime conviction que c'était un outil de formation formidable, différenciant, qui avait de l'impact et qui permettait vraiment d'aller au-delà de la formation traditionnelle de par les possibilités de mise en situation que cette technologie offrait. Et dans ce cadre-là, l'IFRA a organisé un événement qui a eu lieu juste à côté de nos bureaux, donc dans le même tiers-lieu, qui est le Bel Air Camp. Et donc Sandrine, qui est l'une des responsables du projet, est passée ce jour-là. Elle a vu effectivement notre activité depuis l'extérieur, parce qu'on avait une petite plaque de présentation. Elle est venue toquer à la porte en disant, en se présentant et en disant que voilà, elle travaillait chez l'IFRA et que ça serait génial de mettre la réalité virtuelle au service des demandeurs d'emploi, des personnes éloignées de l'emploi et de la formation et en situation d'insertion professionnelle. Donc de là, très vite, on a eu effectivement beaucoup d'idées. Nous, ça nous animait beaucoup en fait de pouvoir mettre cette technologie au service d'un autre type de public, parce que pour le coup, ça a beaucoup de sens. On parle d'un public qui est assez réticent aux méthodes de formation classiques, traditionnelles. Et avec la réalité virtuelle, on a ce levier technologique de se dire on peut faire les choses de manière différente, avec peut-être plus d'impact que des formations plus classiques. Et vraiment de permettre à des gens qui ont besoin d'apprendre par la mise en situation et par la pratique de le faire, tout simplement. Donc, on a commencé un peu à essayer d'imaginer quel type de projet on pourrait construire. Et de là est arrivé effectivement le PIC Axe 3, qui est arrivé un peu comme un chevalier blanc sur la monture. Et il nous a dit, en fait, voilà, vous avez des idées. Nous, aujourd'hui, on a une enveloppe qui va vous permettre de les réaliser. Donc, déposez un dossier. Et donc, dans ce cadre-là, on a commencé effectivement à co-construire un projet avec Charlotte notamment qui est arrivée un peu dans l'équation à ce moment-là sur, d'accord, ok, on a une super technologie, on a un public qui va être réceptif à cette technologie. Maintenant, c'est comment on articule tout ça, comment on co-construit un peu le projet de rêve pour ce type de public. Et je laisse Charlotte prendre la suite. Et donc, le projet de rêve... On va l'appeler comme ça, hein, c'est pas mal, c'est assez mondain. La promesse, c'est de développer des modules de formation, donc 6 modules de formation sur 6 domaines différents, avec comme objectif à la fois la découverte d'un environnement professionnel, donc tout ce qui est le volet orientation, mais aussi le développement des savoir-être pro, des soft skills, et de certaines compétences métiers. Alors, pas des gestes techniques très, très précis, parce qu'en réalité virtuelle,
c'est faisable, mais c'est très long. Donc là, pour développer les 6 modules en moins de 3 ans, voilà, on est parti sur des compétences métiers qui se veulent plutôt transverses. Typiquement, le premier module qu'on a développé aujourd'hui, c'est sur les services à la personne pour l'accompagnement des personnes âgées. La compétence métier qui a été choisie, c'est la prévention des risques, parce que c'est quelque chose qui est transverse à tous les métiers du secteur et qui est facilement faisable, qui est très interactive aussi et qui en général plaît à la fois aux stagiaires, à la fois aux formateurs, parce que pour nous, ce qui est important, c'est à la fois le public cible du PIC, donc tous les demandeurs d'emploi longue durée, infrabac, les jeunes qui peuvent être en décrochage scolaire, mais pour nous, il y a aussi tout le volet formateur qui fait partie aussi pour nous des bénéficiaires du projet, parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir avoir un impact sur la transformation du métier de formateur et de l'appareil de formation, qui se voudra plus innovant, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les organismes de formation, on va dire entre guillemets traditionnels comme nous, on n'a pas du tout accès, jusqu'ici en tout cas, on n'avait pas du tout accès à la réalité virtuelle interactive, contemplative, ça se faisait déjà un peu. Mais là, l'objectif, c'est vraiment d'être immergé dans un environnement professionnel qui se veut réaliste et de pouvoir interagir avec son environnement pour pouvoir apprendre par la pratique. Du coup, ces modules reposent sur l'aspect immersif de la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que cela signifie ? Ceci est un casque de réalité virtuelle. Donc en fait, il y a plusieurs types de réalité virtuelle sur le marché. Donc comme le disait Charlotte, Charlotte a parlé de réalité virtuelle contemplative et de réalité virtuelle interactive. La contemplative, concrètement, ça va être des vidéos, souvent à 360 degrés, où on va pouvoir avoir la tête dans un casque et pouvoir observer un peu autour de soi. Mais on va pas être acteur de sa formation, on va simplement donner une vidéo dans laquelle on va être plongé, donc on aura un point de vue un peu plus immersif, mais avec cette limite qui est qu'on va pas pouvoir ni se déplacer dans l'environnement, ni interagir, ni faire quoi que ce soit. On reste très spectateur. Avec Virtual Pro, on avait vraiment cette volonté d'aller plus loin et de permettre une immersion qui permette l'apprentissage par la pratique et pas par le côté visionnage de vidéo. Donc, on est parti sur plutôt la réalité virtuelle interactive. Ça implique qu'en plus de ce casque dans lequel on peut glisser sa tête, on a également des manettes qui vont nous permettre d'interagir en fait avec l'environnement. Comme le disait Charlotte, typiquement, comment ça prend forme dans le cadre d'un module de prévention des risques. On va pouvoir se déplacer dans un environnement en 3D comme un jeu vidéo. Donc vraiment, on va reproduire tout un environnement en 3 dimensions et on va pouvoir se déplacer dans cet environnement, donc typiquement dans le logement d'une personne âgée, et pouvoir se baisser, s'accroupir, regarder sous la table, voir que le tapis est légèrement retourné, et pouvoir sélectionner les différents risques présents dans l'environnement, ce qui permet vraiment une autre dimension dans l'apprentissage. On sait qu'aujourd'hui, et c'est prouvé depuis longtemps, on retient bien mieux de l'ordre de 70 à 90% ce qu'on fait par rapport à ce qu'on va simplement lire, écouter, entendre, écrire. Donc, on est vraiment dans le faire. L'idée, c'était de proposer des modules qui favorisent la mise en situation professionnelle et qui permettent à notre public cible de découvrir des environnements de travail vraiment avec des situations types qu'ils sont amenés à rencontrer fréquemment dans le cadre de leur parcours professionnel s'ils décident de s'orienter vers ce secteur d'activité. Ok. Charlotte l'a mentionné tout à l'heure, vous avez donc déjà développé un premier module autour des services à la personne. Je sais que vous avez commencé à le tester lors de formation. Est-ce que vous avez des premiers résultats vous avez pu observer? Et du coup, est-ce que vous pouvez nous faire un retour là-dessus? Oui, alors moi, je suis allée sur déjà 3 groupes différents. Donc par contre, c'était le même type de parcours de formation, des parcours autour de la découverte et l'observation des métiers des services à la personne. Donc avec une partie en plus qui veut s'adresser plutôt au public personnes âgées, pour l'accompagnement de ces publics-là. Le résultat, il est ultra positif. Alors déjà qu'on avait eu
que des retours positifs. En tout cas, nous, dans nos équipes, quand j'ai fait le tour de chaque territoire et que j'ai fait tester, que ce soit aux formateurs, aux managers, au personnel administratif, tout le monde était assez friand. Alors, il y a le côté de la nouveauté, il y a le côté où on a l'impression qu'on est en train de jouer, donc on apprend vraiment sans se rendre compte qu'on est en train d'apprendre. Donc c'était déjà très positif. Et là, les stagiaires, en tout cas, quand j'y étais, ont été très très enthousiastes. C'était un peu, mais c'est déjà fini. Donc en général, quand on nous dit ça, c'est plutôt que ça fonctionne. Et là, je sais que il y a certaines formations qui sont arrivées au bout. Et dans certains bilans, en tout cas, les stagiaires ont mis en avant l'outil Virtual Pro, donc l'outil de réalité virtuelle, pour dire que c'était vraiment un plus pour eux de la formation. Et apparemment, même maintenant, les prescripteurs qui vont à ces bilans, en tout cas, ça commence déjà à se dire « Ah oui, c'est vrai, on nous en a déjà parlé. » Donc ça, c'est chouette. C'est le résultat, pour le moment, en tout cas, il est plutôt positif. Et des quelques questionnaires qui ont été remplis par les stagiaires jusqu'ici, pour vous faire une idée, sur 5, on a une note de 5. Donc c'est plutôt que l'outil plaît. On verra si ça perdure. Mais voilà. Et puis là, je sais qu'il y a des formateurs qui veulent l'utiliser sur des parcours, les parcours impulsion de Pôle emploi. Donc plutôt des gens qui savent pas forcément dans quel secteur ils veulent travailler. Comme pour le moment, on n'a qu'un seul module, ils vont tester pour les personnes qui auraient plutôt envie d'aller vers le secteur des services à la personne et de voir si ça peut valider un peu leur piste professionnelle. Donc voilà, j'ai hâte aussi de voir un autre type des stagiaires en tout cas qui sont sur d'autres parcours de formation et voir ce que ça donne aussi, parce que nous on l'a vraiment pensé à la fois orientation et à la fois parcours de formation dans le secteur précis. Je complète un peu ce qui est déjà dit. Un des enjeux, alors il y a l'accompagnement effectivement du public PIC, il y a l'accompagnement des formateurs qui pour nous est un enjeu clé, parce qu'en fait, si on n'arrive pas à les convaincre, eux, d'utiliser et d'exploiter la technologie au quotidien, on passe à côté de notre objectif aussi en termes de déploiement. Mais également, un des enjeux, c'est de redonner l'envie de se former à un public qui ne l'a pas forcément de base. Et quand on arrive à ce type de résultat avec des gens qui sont ultra enthousiastes à l'idée d'utiliser cet outil, on a déjà aussi fait une part du job correctement. Du coup, vous l'avez très bien dit, vous avez un peu deux publics cibles, à la fois le public PIC et les formateurs. Comment vous arrivez jusqu'à présent à les mobiliser? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie particulière? Alors, la stratégie, il y a plusieurs étapes. La première, déjà, ce qui est transverse depuis le début du projet, c'est de communiquer autour de l'outil Virtual Pro, même quand il n'y avait pas encore de module. En fait, moi, en interne, j'avais déjà commencé à en parler à tous les managers des différents territoires. Et en fait, quand je croisais des formateurs, des salariés qui étaient en face du public, je leur disais, moi, je travaille sur le projet Virtual Pro. C'est un outil de réalité virtuelle pour que vous ayez accès à cette nouvelle technologie dans vos formations. Donc, ça, c'était la première étape. Après, on a eu toute une phase un peu d'acculturation. Donc, moi, je suis allée leur faire tester le premier module une fois qu'il a été fini d'être développé par les équipes d'univers. La troisième étape, c'était la formation. Donc là, on l'a co-animé, Alison et moi, parce que c'était important aussi de pouvoir répondre à la fois aux questions très techno pointues, parce que moi, je commence à maîtriser certaines choses, mais je maîtrise encore pas tout, et à la fois aux questions pédagogiques. Et donc là, maintenant, c'est la phase où ils utilisent l'outil avec les stagiaires, et moi, je fais le SAV pour les formateurs s'ils ont besoin, et surtout ce qu'on leur a dit quand ils ont été formés, c'est quand ils animent leur première session, s'ils ont besoin un peu d'un backup, surtout qu'ils n'hésitent pas à me solliciter. Et c'est pour ça que je suis déjà allée sur 3 groupes différents. En fait, c'était les premières fois qu'ils utilisaient l'outil tout seul, et pour le coup, ça avait un côté aussi rassurant de se dire si jamais techniquement je me souviens plus des étapes, dans quel ordre il faut les faire, et Charlotte, elle est là et elle peut venir
donner un coup de main. Donc voilà. Donc là, c'est en phase de déploiement. Apparemment, ils l'utilisent de plus en plus. Ce matin, là, j'ai une formatrice qui me disait qu'elle voulait l'utiliser sur un autre type aussi de parcours. Donc c'est plutôt chouette. J'espère que ça va aller crescendo. Dans la logique aussi, on a cette chance dans le consortium d'avoir l'IFRA, et l'IFRA a déjà un public sous la main, entre guillemets, avec et des formateurs et des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du PIC X3. L'idée, c'est de faire toutes ces phases d'expérimentation pilotées au plus près et au plus proche du besoin avec Charlotte conjointement, et petit à petit d'essaimer de manière beaucoup plus large. Aujourd'hui, on est en train de faire sortir le projet des murs, effectivement, avec d'autres types d'interlocuteurs. Ça peut être des lycées professionnels qui ont des cursus service à la personne au sein de leur proposition de parcours pédagogique. Ça peut être des entreprises de formation, des organismes de formation indépendants qui, de plus en plus, sont séduits par le projet. Aujourd'hui encore, on les accompagne de manière très individuelle pour justement bien capter les besoins et bien comprendre, en fait, comment demain, le projet peut être mis à disposition de tous via une simple création de compte sur Internet, en ligne, et sans qu'on ait nécessairement besoin d'intervenir directement. Donc, il y a toute une phase du projet en termes d'essaimage où on se concentre sur la dimension très humaine d'accompagnement en ce moment, pour bien comprendre tous les enjeux et tous les besoins. Et progressivement, on va aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus automatisé, beaucoup plus déployé largement et facilité en termes d'accès pour pouvoir permettre à tous d'en bénéficier, parce que Virtual Pro, c'est avant tout des modules de réalité virtuelle qui sont en bien public, ce sont des communs numériques. Et l'idée, c'est qu'à la fin du projet, vraiment, chaque organisme de formation, chaque établissement, chaque institution qui a envie d'exploiter les modules puisse le faire sans que ça ait nécessairement à passer par soit par l'IFRA, soit par Univers Studio. Merci. Et du coup, l'appel à projet de l'axe 3 du PIC, c'est un appel à projet d'expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous parler des réussites et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet? Alors, sur les réussites, je dirais pour le coup, nous, on a un consortium qui fonctionne vraiment très bien. On est vraiment deux structures, on vient de deux mondes très, très différents, avec d'un côté nous, acteurs de l'ESS depuis presque 45 ans, et de l'autre côté, Univers qui... on peut encore dire start-up au bout de 7 ans ou pas, Alice? C'est un gros mot chez nous, mais oui, on va dire... j'ai mis des guillemets, parce que je sais que tu n'aimes pas trop, mais c'est pour vulgariser. Voilà, non, dans l'état d'esprit commun, effectivement, on n'est pas dans une start-up. C'est pour vulgariser, c'est mon côté ingénieur pédagogique. Depuis 8 ans, pour le coup, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, même rien que quand on parlait des prix, en fait, nous, quand on parle hors taxe et TTC, c'est la même chose, qu'on n'est pas assujetti, mais pas Univers. Donc voilà, on a eu toute une phase un peu de calage, et pour le coup, on fonctionne plutôt bien ensemble. On arrive vraiment à coordonner le projet entre nous. On a accès l'une et l'autre à l'agenda. Maintenant, on se cale des rendez-vous, même sans demander. On dit, bon, voilà, il y a un rendez-vous là. C'est bon, j'ai vu que tu étais dispo. On part du principe que c'est OK. Et il y a vraiment aussi un échange de compétences qui se fait. Je pense, on se nourrit les uns des autres. Et ça, c'est vraiment je trouve, une belle réussite. Au-delà de l'outil en lui-même, qui, en tout cas, moi, je suis super fière de ce qu'on fait ensemble. Ce premier module, je le trouve déjà top. Et puis en plus, quand on discute ensemble, ça nous donne encore des nouvelles idées pour les prochains. Donc voilà pour le côté réussite. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur les difficultés? Comme ça, tu compléteras. Non, mais c'est vrai que je souligne juste le côté très vaste communicant qu'on n'avait pas forcément aperçu au début du projet. On savait qu'on était deux structures radicalement différentes, avec des fonctionnements très différents et des écosystèmes différents. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est ce côté vraiment vaste communicant des compétences et de l'état d'esprit entre les deux structures, qui est super intéressant. Pour donner une anecdote, Charlotte fait directement la gestion de projets techniques, donc elle est au contact de nos équipes techniques régulièrement, une fois par semaine, à minima, avec notre chef de projet Virtual Pro.
Quand il y a des formations des formateurs, on ramène, nous, nos équipes de développement, outils d'accompagnement des formateurs lors de la formation pour qu'ils puissent bien comprendre aussi les enjeux, où sont les points de blocage par rapport à des formateurs qui souhaitent juste utiliser la technologie, qu'est-ce qu'ils peuvent ne pas comprendre directement pour justement faire de l'amélioration continue en parallèle côté logiciel et permettre de venir corriger ces petits points de blocage et ces irritants. Donc, on est vraiment dans une démarche de co-construction où en fait on s'alimente mutuellement et on grandit ensemble. Et ça, c'était une dimension qu'on n'avait pas forcément perçue au dépôt du dossier et qu'on voit bien aujourd'hui. Ah, les difficultés, du coup, j'enchaîne. Bon, les difficultés, comme quasiment tous les porteurs de projets, hein, quand on en parle, nous, on a un souci. Enfin, ce qui est difficile, c'est d'arriver à décrocher des cofinancements parce que vendre quelque chose de gratuit, c'est quand même pas facile. Donc voilà. Mais bon, après beaucoup de brainstorming, on a trouvé en tout cas une solution qui se profile et qui enfin, en tout cas, qui commence à fonctionner. Donc on espère que ça va marcher comme ça. C'est essentiellement ça. Et aussi, nous, on a le souci, effectivement, quand on essaye de faire des événements en présentiel, on pense que c'est plutôt lié à la crise sanitaire, le présentiel a un peu de mal à redémarrer. Donc voilà, on se retrouve avec peu de gens, mais peut-être que d'ici la fin du projet, quand en plus on aura presque 6 modules à faire tester, les gens ils trouveront ça tellement merveilleux qu'ils se battront pour venir à nos événements. Non, c'est vrai que la culture du présentiel, alors on ne sait pas si c'est l'après-Covid ou si c'est propre au secteur, parce qu'on essaye d'adresser des organismes de formation. J'ai l'impression que c'est pas spécialement dans la culture des organismes de formation de se déplacer pour des événements pro, type matinale ou workshop. C'est vrai que nous, on a plus l'habitude, côté purement business, d'arriver à regrouper des acteurs dans une même pièce. Là, aujourd'hui, cette dimension-là, on sent qu'on peine un peu et on a plus de facilité à aller les trouver numériquement, que ce soit un webinaire ou via les réseaux sociaux ou via les sites internet et les demandes entrantes sur le sujet. Mais ça fait partie des difficultés, c'est ce côté, on a un super projet, maintenant comment on arrive à l'essaimer largement. On n'a pas encore la réponse. On a encore 1 an et demi pour l'identifier, donc on va travailler dessus. Je pense que dans les difficultés, on a aussi on a peut-être sous-estimé le temps de ce fait-là, en fait. De par, quelque part, ce biais, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, on a peut-être sous-estimé le temps nécessaire de notre côté à aller chercher et fédérer les acteurs. Donc aujourd'hui, ça prend plus de temps que ce qu'on avait imaginé dans le cadre du chiffrage du projet. Et en autre difficulté rencontrée, je dirais que le temps de mise en route du projet, on a fait quelque chose de très linéaire dans notre dépôt de dossier, où on était directement opérationnel et puis après ça débitait les modules 2 par 2. Dans les faits, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Il y a eu un temps de mise en route qui était pas du tout négligeable. Le temps d'arriver à comprendre le fonctionnement les uns des autres, comment s'organiser, comment articuler, qui serait l'interlocuteur de prédilection. Le temps de signer les conventions auprès de Pôle emploi, etc. Il y a quand même eu quelques mois de perdus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on court un peu après ce temps-là pour essayer de le rattraper. Alors, ça va qu'on a la chance d'être très efficace et qu'on le rattrape plutôt bien. Mais je pense que sur des projets, effectivement, à 3 ans comme ça, qui sont un peu de longue haleine, il y a une espèce de forme d'utopie dans le dépôt des dossiers sur le fait que dès le début, on va pouvoir rentrer dans l'opérationnel et que ça va bien se passer. Non, il y a bien quand même 4 à 6 mois d'ajustements divers et variés avant d'arriver à commencer à vraiment collaborer de manière effective. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu. Ok. Du coup, très rapidement, pour terminer, avant de laisser la parole à nos participants et qu'ils puissent poser leurs questions, est-ce que vous avez un conseil à partager avec d'autres porteurs de projets ou des futurs porteurs de projets? Soyez bien organisés. Je dirais que le côté constitue un binôme fort, mine de rien. Avec Charlotte, on a cette chance de très bien s'entendre et d'être efficace et de savoir comment fonctionne l'autre. Donc, on arrive à
à gravir la côte et les montagnes sans trop de difficultés parce qu'on s'épanouit aussi dans ce qu'on fait. Mais je pense que dans le cadre d'un consortium, ça peut vite devenir problématique, voire cauchemardesque, s'il n'y a pas ce côté un interlocuteur dans chaque structure qui fonctionne très très bien avec les autres structures du consortium. Donc de constituer vraiment une espèce d'équipe projet qui soit interorganisation au sein du consortium et qui s'entendent bien, qui comprennent comment les autres fonctionnent, qui aient des mêmes méthodes de travail pour pouvoir avancer vite sur des sujets. C'est vrai qu'avec Charlotte, typiquement, on a vraiment pris la main sur Virtual Pro, que ça soit elle côté Ifra ou moi côté Univr, parce que c'est fluide et ça fonctionne bien. Et on sait qu'à nous deux, on peut arriver au bout de ce projet et atteindre ces objectifs-là. On a envie de le faire et il y a une synergie qui se crée. Je pense que les consortiums qui sont créés un peu, ça peut être tentant pour des petites structures notamment, comme la nôtre, typiquement, de se dire bon, bah voilà, je vais me mettre avec un gros du secteur de la formation, et puis en fait, c'est un prête-nom, il va me prêter son image, et puis ça ira bien, et ça suffira. Dans les faits, je pense que ça suffit pas, et qu'il faut vraiment être capable de capitaliser sur les forces de chaque acteur du consortium. Si vous montez un consortium, faites-le bien, avec une vraie volonté d'exploiter les synergies possibles. Si l'idée, c'est juste d'avoir un prête-nom qui vient donner du crédit, montez un plus petit dossier et vous embêtez pas avec un gros dossier super costaud. Faites un dossier plus modeste, mais où vous êtes le seul porteur et où les autres sont des partenaires du projet, mais ne sont pas partie prenante et intégrante du projet, parce que je pense que dans un consortium qui ne fonctionne pas, ça peut vite devenir un cauchemar au quotidien. Merci pour ce conseil. Écoutez, je vous propose maintenant de poser vos questions en cliquant sur la petite main en bas, et je vais vous donner la parole, et je vois que Caroline a levé la main. Donc Caroline, je t'en prie, pose ta question. Alors oui, merci de cette présentation. J'ai même plusieurs questions à vous poser. Une peut-être pratico-pratique. Vous avez parlé du premier module. J'ai pas pu identifier combien de temps ça durait, comment c'était organisé de manière pédagogique, à quel moment arrivait l'outil virtuel. Est-ce qu'il y avait une phase en amont de présentiel ou de visio? Est-ce que l'outil s'apparentait comme un moyen complémentaire? Enfin voilà, une petite précision sur un peu la construction pédagogique et comment s'intègre l'outil. Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas si je dis les deux autres ou pas tout de suite, ou on enchaîne. On va faire une par Allez, une. Ouais, une par une, ouais. Ce sera plus simple. Alors, en fait, l'outil Virtual Pro, il se veut un outil, entre guillemets, je dirais, comme un autre, de la boîte à outils du formateur. C'est-à-dire que les modules de formation, ils ont été conçus pour durer une quinzaine de minutes, si on les fait dans la totalité. Mais en fait, ils sont séquencés. Typiquement, le premier module, en fait, il a 3 séquences différentes. Donc, le formateur, il va décider soit de faire l'entièreté du module à ses stagiaires, soit il peut décider de faire une seule séquence. Par exemple, sur le module des services à la personne, la première séquence est autour de comment on se présente quand on arrive chez la personne qu'on va accompagner pour la première fois. La deuxième, c'est autour de la prévention des risques. Et la troisième, c'est autour de comment gérer un aléa. Donc, la personne fait un petit malaise et du coup, il faut gérer cet aléa-là. Et le formateur, s'il décide de faire que la prévention des risques, eh ben, il va lancer que la séquence numéro 2, par exemple. Donc, c'est vraiment, moi, ce que je dis tout le temps aux formateurs, c'est nous, on conçoit un outil pour qu'il vous soit le plus utile possible. Et en fait, l'objectif, là, vraiment, dans cette phase d'expérimentation, c'est qu'il l'utilise de plein de façons différentes, à différents moments même du parcours, soit au tout début, soit en milieu, soit en fin, pour pouvoir à la fin faire un livret de bonnes pratiques pédagogiques, en fait, autour de toute cette expérimentation. Est-ce que j'ai répondu à l'entièreté de la question ou il y a encore... Oui, alors ça me fait penser, et je fais un clin d'œil à ma collègue Céline, ça me fait penser presque à du micro-learning dans la durée que vous proposez, ou c'est encore autre chose? Non, pour moi, c'est pas du micro-learning. Pour moi, c'est vraiment
Il y a le côté présentiel, je pense, qui. Ouais, c'est ça, en fait, c'est D'accord. il y a le côté snacking dans le micro-learning qui fait que un bon micro-learning, il est accessible en tout temps, tout lieu, sur des petits moments de pause, de déplacement ou autre. On peut se dire, bon, bah voilà, là, j'ai 5 minutes devant moi, je vais en profiter pour adresser une compétence ou monter en connaissance sur tel ou tel sujet. Nous, on est beaucoup moins dans l'ultra-mobilité et l'ultra-accessibilité parce que forcément, il y a besoin d'un matériel spécifique et d'un accompagnement, encadrement de la part du formateur parce qu'on n'est pas trop partisane de l'utilisation en toute autonomie de la solution. On aime bien que ça s'inscrive dans un parcours pédagogique un peu défini. Du coup, il y a besoin de ce côté « je suis en présentiel », mais en fait, c'est très complémentaire. Il y a ce côté, quand je suis en dehors aujourd'hui de mon centre de formation, de mon parcours de formation, j'ai plein de solutions. J'ai du micro-learning, j'ai du MOOC en ligne, enfin tout ce qui va être e-learning, solution d'accès à la connaissance sans avoir à me déplacer. Et ça, c'est très bien. Et ça s'est fortement développé pendant le temps de quête du Covid. Nous, on joue plus sur OK, d'accord, mais maintenant que j'ai accès à tout ça en dehors de mon centre de formation, qu'est-ce qui fait que j'y viens au final? Qu'est-ce qui justifie qu'au final, je me déplace et que je vienne en présentiel si c'est pour retrouver exactement la même expérience et la même chose que ce que je pourrais avoir chez moi? Et c'est là où la réalité virtuelle intervient. C'est pour ce côté, OK, je vais me déplacer, je vais perdre du temps en transport, je vais devoir être en présentiel sur un site pendant une certaine durée. En contrepartie, l'expérience que je vais pouvoir vivre dans mon parcours de formation, elle va être unique et différenciante de ce que j'aurais pu vivre chez moi à distance avec un simple ordinateur. Donc Ok. on est plus dans ce côté, on a aussi cette volonté de se dire, la mise en situation, parfois c'est compliqué, on peut faire des plateaux techniques, on peut faire des appartements tests, on peut faire plein de choses, pour faire des simulations. Des fois, le matériel manque, la mise en situation va pas être crédible, les apprenants vont peiner à se projeter parce que quand on est face à un bébé qui pleure et qui hurle, et ben, en réalité virtuelle, on peut le faire pleurer et hurler, jusqu'à ce qu'il y ait la bonne intervention. Dans les simulations qu'on peut faire, en centre, et ben, on a un bébé en plastique et il faut s'imaginer qu'il est en train de pleurer et hurler. Donc voilà, il y a plein de choses en fait qui aujourd'hui sont des freins dans le déploiement de cet apprentissage par la pratique. La réalité virtuelle, c'est vraiment un bel outil pour venir capitaliser sur de la mise en situation et de la simulation, au même titre que l'aéronautique forme ses pilotes depuis des décennies en simulation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à toutes sortes de métiers autres. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire avec ce projet. Mais on est quand même très ancré sur ce côté, je me déplace et je viens en présentiel dans un centre de formation avec un formateur à côté qui est guide à travers mon parcours pédagogique. Ok, merci. Et je rajoute juste un truc, c'est que le côté durée courte des modules, les modules ont vraiment été pensés pour être utilisables soit en 5 minutes chacun, en tout cas pour la partie service à la personne. Donc, soit on a des durées assez courtes, mais ça, l'idée, c'est justement de laisser la flexibilité au formateur de l'utiliser comme il veut, cet outil. Est-ce qu'il veut plutôt faire des petites sessions de 5 minutes avec ses apprenants et de débriefer derrière, en mode, bon, bah, qu'est-ce que vous avez retenu, quels ont été les points de difficulté rencontrés ou autres, ou est-ce qu'il veut lancer une seule session de réalité virtuelle qui va durer 15 minutes, donc qui va permettre d'enchaîner les 3 modules. Ça, c'est vraiment à charge à lui de construire son parcours pédagogique autour de l'outil, un peu comme il l'entend. Je pose ma deuxième question, après je vous laisse la place, aux autres participants de poser vos questions. Peut-être une question un peu plus technique de construction, alors pas du module pédagogique, mais de construction de la réalité virtuelle. Est-ce que c'est des rencontres experts métiers? Comment se construit le module en fait en réalité virtuelle que vous mettez à disposition du public? Alors, la première étape, si, elle est pédagogique, parce que la première étape, c'est de faire toute la scénarisation en fait du module. De savoir comment ça va se dérouler pour le stagiaire qui va mettre le casque. Donc il y a toute une première partie autour de choisir les référentiels un peu métiers, les compétences pour le coup qu'on va vouloir j'ai perdu mon mot, soit évaluer ou soit travailler pendant le module de réalité virtuelle. Et donc pour ça, soit nous en interne, on a des formateurs experts métiers
à l'IFRA, ou bien en fait on va aller contacter en externe, donc soit dans d'autres organismes de formation ou soit carrément des professionnels du secteur, des gens, des experts métiers sur les domex que nous on maîtrise pas. Donc ça c'est la première partie, et tout ça nous permet de faire une première ébauche de scénario, donc où on va décider que par exemple le module vente, parce que là on est en train de le faire, il va avoir 3 séquences différentes. Donc on va découper et on va. Moi je vais expliquer, parce que c'est moi qui gère, qui finalise la scénarisation pédagogique. Donc je vais expliquer en gros ce qui se passe dans chaque séquence et quel type d'interaction il va se passer dans la réalité virtuelle. Après, en général, on fait une réunion avec les équipes d'univers pour voir si ce que moi j'ai pensé dans cette ébauche de scénario, c'est faisable en réalité virtuelle, s'il y a des ajustements à faire. Une fois qu'on s'est mis d'accord, moi, je vais faire toute la scénarisation précise. Donc, je vais à chaque fois expliquer quel est le contexte. Si c'est un système de questions-réponses, je vais mettre la question avec toutes les réponses possibles. Et je vais aussi faire tout ce qui est feedback, parce qu'en fait, systématiquement, après, à chaque action on va dire du joueur, du stagiaire, il va avoir systématiquement un feedback pour aller ancrer les apprentissages. Donc voilà, donc moi je m'occupe de faire toute la scénarisation très précise. Le but, quand je fais ça, c'est que derrière les développeurs, ils n'aient pas à m'appeler à chaque fois qu'ils ont un truc à faire pour me dire en fait là c'est pas assez précis, on comprend pas ce que tu veux dire. Donc voilà, donc une fois que le scénario il est terminé, je leur envoie, on refait des échanges, c'est pareil s'il y a des ajustements, des choses qui sont pas assez précises pour que je puisse préciser. En parallèle, je l'envoie aussi aux experts métiers pour qu'ils apportent la nuance s'il y a besoin d'apporter un peu plus de nuance et qu'ils vérifient que ça correspond à la réalité du métier. Et donc après, ça part en développement chez Univers. Ils vont faire tout le développement informatique. Là, Alison peut peut-être vous en dire plus parce que moi, je commence à maîtriser certaines choses, mais pas tout. Ouais, on a plusieurs corps de métier derrière chaque expérience de réalité virtuelle. On a effectivement, déjà, on a un chef de projet sur chaque module qui, lui, va s'occuper des échanges en direct avec Charlotte et de la voir au moins une fois par semaine pour lever des petits points potentiellement bloquants. On a des modélisateurs 3D qui servent à recréer en 3 dimensions façon décor de jeux vidéo, l'environnement, les personnages, tout ce qui va être décor et visuel, et les effets graphiques aussi. On a des développeurs qui vont coder les interactions. En général, il y en a 1 à 2 par module qui sont mobilisés. Et on a aussi des profils un peu plus spécialisés dans ce qui va être expérience utilisateur. Parce qu'un de nos gros enjeux sur Virtual Pro, c'est d'avoir des expériences qui soient extrêmement faciles à utiliser et à comprendre, et qu'on n'ait pas de blocage lié à l'utilisation de cette technologie. C'est-à-dire que si on fait des choses très compliquées avec plein de boutons, on peut vite perdre un peu les apprenants qui peuvent se retrouver dans des situations de blocage. Et là, on rentre dans un espèce de cercle vicieux psychologique où ils se disent je suis pas capable de... Ça vient alimenter quelque part un déficit de confiance en soi qui est déjà présent un peu sur ce type de public. Donc vraiment, c'est ce qu'on cherche à éviter. Et donc, on a un expert qui bosse quasiment, qui ne fait que ça, mais vraiment de concevoir en fait des interactions qui soient le plus simples possible, le plus facile à comprendre possible, pour qu'on ait vraiment zéro apprenant, zéro utilisateur qui reste sur le carreau parce qu'à un moment, il ne comprend pas ce qu'il faut faire. Donc voilà. Et après, du moment que ça commence un peu à sortir et à prendre forme, Charlotte va pouvoir tester régulièrement. Et je précise que là, c'est le cas où effectivement, Charlotte a accès aux compétences métiers du domex adressé, ce qui a été le cas pour service à la personne et ce qui a également été le cas pour force de vente. Sur les 4 autres domex qu'on développe, on n'a pas forcément la compétence à portée de main. On parle d'industries super variées. On va parler du nucléaire, du BTP, la plasturgie. De la plasturgie. Donc voilà, là, on est sur des secteurs où typiquement, c'est beaucoup trop spécifique pour nous. On n'a pas la compétence en interne. Et dans ce cadre-là, en amont de tout ce travail de co-construction qui est fait derrière, on va identifier un partenaire stratégique clé
qui va mettre à disposition son expertise pédagogique et sa vision métier, justement, et sa vision du secteur, un peu au profit du projet, pour nous aider à construire ces modules de réalité virtuelle pour qu'ils restent en accord et en phase avec les attentes du marché. Merci pour cette réponse bien complète. Alors, Oui. on a bien dépassé le temps. Si quelqu'un a une dernière question, mais vraiment rapidement, et puis sinon, on va s'arrêter là. J'attends 2 minutes si quelqu'un lève la main. Je pense bon. Le Ouais, temps je pense qu'on a bien fait le tour. Une éventuelle levée de main. On précise aussi que le projet étant bien public, il est accessible à tous. Et que pour l'utiliser, c'est dès aujourd'hui et il suffit de s'équiper en matériel. Donc, on vous accompagne aussi sur l'équipement si besoin. C'est des kits de réalité virtuelle qui permettent d'expérimenter et de mettre en situation. Honnêtement, voilà, on est sur, je crois que c'est 2 000 € hors taxe le kit avec 2 casques qui permet déjà de commencer à utiliser les modules en atelier, en animation et un peu de toutes les manières de votre choix. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui s'essaye, qui s'expérimente. En tout cas, si vous êtes intéressés, déjà, on peut faire des démonstrations pour ceux qui sont pas trop loin. Et on peut aussi équiper tous ceux qui en feront la demande pour pouvoir exploiter dès aujourd'hui les modules Virtual Pro qui sont déjà existants et ceux qui sont en devenir. Merci Alison, merci Charlotte pour votre intervention aujourd'hui. Merci à tous nos participants et pour les questions. Et le replay sera disponible très rapidement sur la place et à très bientôt. Merci. N'hésitez pas à aller sur la page LinkedIn du projet, on met un peu les nouveautés, soit les nouveaux modules qui seront développés, ou soit quand on fait les tests stagiaires aussi. Donc n'hésitez pas à y aller.